Alors, qui je suis? Je suis Florien Jouy, donc c'est pour ça Flo, parce que Florien c'est compliqué. Et du coup, donc, moi je sors d'une école d'infographie 3D, donc j'ai fini par un bachelor infographie 3D pour faire de la 3D, tout simplement, graphiste, donc pour travailler dans le jeu vidéo, et aussi dans le film d'animation, et par la suite j'ai fait un master, et c'est durant ce master du coup que j'ai créé mon propre projet, qui est Shogun no Kamigami, qui est un projet en fait qui se passe au Japon et qui parle du Japon. En fait, ce qu'on voulait, c'était, enfin surtout moi à la base, c'était créer un projet qui parle du Japon, qui ne trahit pas le Japon, c'est pour ça que c'est un projet qui est à la fois sur le folklore japonais, donc on va avoir tout l'aspect fantastique, les yokai, les kami, ce genre de choses, mais également historique, parce qu'on va parler de Oda Nobunaga, et du coup, en règle générale, de l'époque du Sengoku Jidai. Mais tout simplement parce qu'en fait moi c'est une époque qui me parle énormément, que j'apprécie beaucoup, donc on va aller sans partir dans le cliché, mais c'est quand même bien vrai. Princesse Mononoke, je l'ai vu très jeune, trop jeune, il m'avait fait bien flipper à l'époque. Mais voilà, ça a déclenché pas mal de choses en moi parce qu'il y avait ce débat qu'on voit assez souvent dans le Japon de trouver un équilibre entre l'héritage culturel, les mythes, les légendes et l'évolution de la technologie, tout ça. Donc ça c'est un thème que j'aime beaucoup, à savoir que je trouve qu'il n'est pas vrai qu'au Japon, il est aussi vrai en France, parce que c'est vrai que nous on dit souvent le Japon, bah, ils ont très bien réussi à faire le mix entre les deux, mais je pense qu'en France, quand on se promène avec une baguette et qu'on a un smartphone dans la main, on est un petit peu dans le même genre de cliché aussi, entre héritage culturel et technologie. Mais voilà, ce qui me plaisait beaucoup aussi dans cette époque-là, c'est que c'est une époque très proche de l'heroic fantasy au code européen. Et du coup, je l'ai beaucoup étudié. Ma femme est historienne, donc ça a un petit peu déteint sur moi aussi. Donc j'ai étudié son côté historique, j'ai étudié son côté folklorique. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'est un peu comme dans les légendes scandinaves ou dans nos légendes à nous médiévales. Bah, en fait, on va retrouver le folklore japonais qui est présent dans l'histoire. Par exemple, Oda Nobunaga, donc le personnage qu'on va suivre tout le long, c'est son premier fait d'armes. Il a réussi à affronter en fait une armée de 10 000 hommes, au lieu que lui on avait que 1000, et il allait voir ses généraux en leur disant on va y aller, faites-moi confiance. Juste avant ça, il allait faire une prière au temple de Susanoo, dieu de la guerre et de l'orage. Il fonce sur l'ennemi, tout le monde pense qu'il va se suicider en y allant, que c'est perdu d'avance. Au moment où il attaque l'ennemi, explose un orage comme il n'y en avait jamais eu depuis des années, et il tombe sur la tente des généraux, il les décapite, et puis voilà, la bataille est finie avant même d'avoir commencé. Et du coup, bah, l'histoire en retient que cet homme-là, juste avant d'avoir fait une bataille qui était perdue d'avance, est allé faire une prière au dieu de l'orage, et qu'il y a eu un orage pour l'aider. Du coup, l'histoire fait partie du folklore, quoi. Alors du coup, nous, le choix qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on voulait parler de la vie de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, c'est le premier unificateur, enfin, le premier des 3 unificateurs du Japon du Sengoku Jidai. Pour réussir à faire ça, il va faire de très grandes choses et des choses un petit peu moins sympas. Il va massacrer des villages complets qui n'ont pas le même point de vue que lui, principalement parce qu'il était en train de partir sur une nouvelle religion un peu sectaire, choses comme ça. Donc on peut difficilement dire que c'est un héros. Mais il a fait ça uniquement pour unifier son pays, donc on pourrait comparer ça un petit peu à, si on est purement objectif, à notre Napoléon français. Voilà, qui a rendu de la grandeur à la France de façon impressionnante, mais pour ça qui a dit à ses guerriers que le viol et le pillage étaient à nouveau autorisés en cas de campagne martiale. Donc voilà. Donc on pouvait pas dire que c'était un héros, on pouvait pas dire que c'était que un ennemi. Donc déjà ça pouvait pas être le personnage jouable. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'on incarne un personnage qui allait jouer dans cette époque et qui allait influencer sur cette histoire. Donc c'est là en fait qu'on a pris la notion de point de vue, c'est que tout va être différent selon le point de vue du joueur. En fait il va commencer à jouer, il va rencontrer Oda pour la première fois, Oda va raser son village. À la fin de cet événement, en fait, il va récupérer une petite bulle, en quelque sorte, un petit cristal qui renferme une partie des souvenirs de Oda. Et on va apprendre en fait que s'il a détruit ce village, c'était parce qu'il était corrompu par une divinité maléfique, le Shinigami, le dieu de la mort. Et du coup, ce sera notre premier choix scénaristique. Ok, Oda a détruit mon village, mais apparemment il était corrompu. Je vais enquêter là-dessus, ça m'intrigue, je vais voir pourquoi il a fait ça, c'est quoi cette histoire de corruption. Non, il vient de massacrer mon village, il vient de tuer mes parents, il vient de tuer mes amis, je suis désolé, mais quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas bien, ça devient mon adversaire. Et le but c'est de faire ça tout le long du jeu et d'avoir des repentis que le joueur puisse se dire ah mais non, là je suis allé trop loin dans cette voie-là, je vais revenir, et du coup comme ça d'influencer sur l'histoire avec un grand H. Et là où nous on joue, c'est que du coup quasiment toutes les sources qu'on a de cette époque-là, c'est les sources indigènes, qui sont pas forcément très objectives, vu qu'en plus derrière c'est plutôt les gagnants comme à chaque fois qui ont gardé leurs traces à eux. Donc du coup on a des grandes périodes d'ombre, et vu que le folklore est déjà présent à cette époque-là pour justifier les choses, nous on s'amuse avec tous ces éléments-là, et en fait on part du principe que nos personnages et tout ce qu'on va croiser dans le jeu ont existé,
c'est juste que l'histoire les a oubliés, ou alors que volontairement ça a été mis sous clé. Le jeu c'est un action RPG, donc c'est-à-dire que c'est un jeu d'action où on va se promener dans le Japon féodal et on va devoir chasser les kami dans un premier temps. Du coup dans notre univers les kami sont les manifestations des puissances de la nature. Par exemple s'il y a des tremblements de terre au Japon, c'est pas du tout à cause du tellurisme ou de ces choses-là, c'est à cause des kami de la terre qui sont énervés et qui génèrent ces tremblements de terre. Notre job à nous en tant que Shugenja, en fait, c'est qu'on a une particularité, c'est qu'on arrive à voir derrière le voile. Donc on arrive à voir ces créatures magiques que les autres humains ne peuvent pas, et du coup on va essayer de les combattre pour éviter ces catastrophes naturelles. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des divinités, ils sont pas présents physiquement dans le monde de base, donc c'est seulement quand ils sont vraiment énervés ou que nous on arrive à trouver un moyen de les faire se matérialiser qu'on va pouvoir les combattre. Une fois qu'on a réussi à les battre, donc d'où le côté action RPG, on aura deux possibilités. Soit on les apaise en faisant des prières Shinto et on les renvoie dans leur lieu spirituel, et auquel cas ils nous remercient en nous prêtant leur magie, ce qui va nous permettre de lancer des sorts comme des bouts de feu, des choses comme ça, via l'essence même des kami, ou à l'inverse, et c'est là justement que la dualité entre la magie et la technologie apparaît, on peut les détruire. Dans ce cas-là, si on les détruit, on met fin à leur âme, ils ne retournent pas dans le monde magique, et on va obtenir des composants extrêmement puissants qui vont nous permettre de créer des technologies quasi impossibles à l'époque, ou impossibles à l'époque, des tourelles automatiques, ce genre de choses. Ce qui va avoir une influence sur l'histoire avec un grand H, parce que du coup, on va détruire au fur et à mesure l'essence magique, et du coup, ça va influencer sur l'environnement. Un joueur pour tout ce qui va être la partie scénaristique par rapport à Oda Nobunaga, et par contre un mode multijoueur coopératif à 4. Coopératif parce que ça c'est une volonté personnelle qu'on a dans le studio, on veut pas que les gens se mettent forcément sur la tronche, on préfère voilà, qu'ils s'unissent et qu'ils combattent ensemble. La deuxième chose en fait qui va être très importante, c'est que tout l'univers est lié aux éléments. On chasse des kami élémentaires, nos sorts, si on choisit plutôt la voie de la magie, sont également élémentaires, et l'environnement est élémentaire. Et ça c'est très important en fait parce que le kami de la terre par exemple, si on l'affronte dans un environnement de terre, va être boosté par l'environnement. Par contre si on arrive à l'attirer dans une forêt, la forêt, le bois se nourrissant de la terre, il va être déboosté par l'environnement. Et vu que notre magie est également influencée par l'environnement, tout ça va faire des combos entre eux, c'est ce qu'on appelle la synergie élémentaire. Et là, ce qui devient très intéressant, c'est se dire que justement le jeu en étant coopératif, un joueur va pouvoir lancer une zone d'eau où si son collègue est à l'intérieur, tous les sorts qui sont nourris par l'eau vont être boostés. Donc voilà, c'était pour ça aussi la vraie volonté de partir en coopératif. En fait, on a un jeu qui est très ambitieux, ça c'est une volonté qu'on avait depuis le début, c'était de partir directement, comme le font très bien les Japonais, c'est de partir sur du jeu double A. Donc on n'est pas sur du petit jeu indépendant, on n'est pas sur une très très grosse production hollywoodienne ou japonaise. Là la volonté c'est de partir un petit peu sur un entre-deux, donc du coup c'est un jeu qui ne peut pas vraiment se réaliser tout seul dans notre cave. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant, et du coup pour pouvoir le faire de façon qualitative plus intéressante et nous pouvoir en vivre, il va nous falloir de l'argent. Donc c'est pour ça que là on est en pré-production, on est vraiment en train de finaliser notre démo, on est en train de tout améliorer de façon à pouvoir lancer une campagne de crowdfunding en fin d'année et potentiellement d'aller voir des éditeurs qui nous laisseront notre liberté quand même indépendante, que ce soit par rapport à nos choix justement, par rapport à l'histoire de Oda, c'est quand même particulier de parler de ce personnage en laissant le choix aux joueurs de dire si c'est un gentil ou si c'est un méchant, et puis de garder la propriété de notre projet. C'est pour sa pré-production, donc l'idée c'est justement en ayant le financement de cette fois-ci lancer la vraie production, ce qui fait qu'à partir du moment où on aura ces sous-là, on pourra partir et 1 an et demi après, normalement, le jeu, le vrai, sera sorti et disponible. Le crowdfunding c'est cette fin d'année, donc du coup on n'a pas encore fixé la date exacte, mais il y a de fortes chances que ce soit à mi-chemin, enfin à cheval, entre novembre et décembre. Le plus simple, on est quand même déjà bien présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook on est très actif, on partage toutes les informations, donc c'est sûr que si vous nous suivez sur notre page Facebook, vous ne pourrez pas rater l'info. Shogun no Kamigami. Voilà, c'est l'avantage d'avoir un nom compliqué, c'est qu'on a très peu d'homonymes. Donc du coup, il suffit de taper ça sur Facebook, vous tombez dessus. On a également une page web, on a également un Twitter, toujours sur le même nom. Normalement, si vous le tapez sur Google, vous devez assez facilement tomber chez nous. Alors moi je le porte depuis bientôt 3 ans, à savoir que ça a commencé à mûrir dans ma tête même avant, parce qu'en fait il y a eu une grande phase de préparation en amont, de réflexion, toutes les recherches historiques, qu'est-ce qu'on allait dire dedans, qu'est-ce qu'on allait faire par la suite, surtout que le projet est un petit peu plus gros que ce que j'annonce là déjà il est déjà très gros, mais il est également transmédia, ça veut dire en fait qu'on a prévu d'augmenter l'univers avec un animé par la suite, donc cette fois-ci en fait on sera sur les codes d'un animé japonais, et on va parler en fait de la prise de pouvoir entre guillemets de Oda, donc de son enfance
au moment où il commence à unifier le Japon, donc le moment où nous on le retrouve dans le jeu, pour expliquer justement comment il en est arrivé là. Et cette fois-ci avec non pas le point de vue du joueur, mais le point de vue de Oda lui-même et de ses amis sur sa propre histoire. Donc là du coup c'est une vraie prise de position par rapport à l'histoire, et voilà, ça c'est toutes des volontés qu'on a prévu de rajouter par la suite et qu'on a déjà commencé à bosser en amont, ce qui fait qu'on a commencé déjà il y a un bon petit moment. Après là sur la production véritable de la démo qu'on est en train de réaliser, ça fait une bonne année qu'on est dessus. Donc à savoir que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le monde indépendant, donc du coup il nous faut des sous pour pouvoir vivre à la fin du mois. On n'a pas la chance d'avoir le chômage, donc du coup on travaille tous soit entre mi-temps ou temps plein dans d'autres entreprises. Moi par exemple ça fait 3 ans que je travaille dans une autre entreprise du jeu vidéo de Lyon, bientôt, ça fait même ma 4e année là, et du coup ils sont très cool, ils me laissent bosser sur mon projet à côté, ce qui me permet d'avoir un petit peu de sous à la fin du mois. Par contre forcément ça me libère un petit peu moins de temps pour pouvoir bosser à temps plein sur le projet, et donc c'est pour ça aussi la campagne de crowdfunding, c'est qu'on a tous très très hâte de pouvoir enfin travailler à temps plein sur notre projet. Du coup, si tout se passe bien, du coup, ce qu'on va également aller voir l'État pour avoir des aides, choses comme ça, parce que c'est ça qui est bien en France, c'est qu'on peut assez facilement, on peut avoir des aides pour ce genre de choses. On forme un Kickstarter et de ce genre de choses, on espère avoir l'accord. Donc ça fait que, en gros, début d'année 2018, on part du principe qu'on aura réussi et puis que c'est tout bon. 1 an et demi après, donc ça veut dire que vers l'été 2019, le jeu sera disponible. Merci, bon courage. Merci beaucoup à vous.